Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Au menu, ce soir, on commencera avec l'actu de la semaine de François-Louis Bourneau. On parlera ensuite de deux carburants trop méconnus, l'éthanol et l'hydrogène, avec comme invité Jérôme Loubert, responsable développement Europe de Flexfluid Energy Development, et Sébastien Lepolès, président de GenE. Le premier nous parlera de l'ouverture du premier centre auto roulé pas cher, et le second de l'ouverture de la première usine française de membranes et d'électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert. On voyagera ensuite dans le temps, puisqu'il y a 50 ans aujourd'hui, le 24 avril 1975, la dernière DS sortait de chaîne. On évoquera ce moment historique avec Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën, le fondateur de la marque au chevron. Enfin, nous évoquerons un événement d'où Sud Radio est partenaire, le Salon national de l'automobile électrique, avec Yann Azran. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe David. Alors voici le tour d'actualité de cette semaine et on commence par une bonne nouvelle pour tous les propriétaires de voitures thermiques. Ça fait du bien. Absolument, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment d'aller faire le plein. Les prix des carburants n'ont pas été aussi bas depuis décembre 2021. Comptez par exemple 1,57 € pour le gasoil, 1,69 € pour les sans-plomb 95 ou encore 1,78 € pour le sans-plomb 98. En une semaine, les tarifs ont chuté de 4 à 5 centimes selon les carburants, une baisse soudaine alimentée par la guerre commerciale menée par Washington ces dernières semaines. Alors autant en profiter avant que les prix ne repartent à la hausse. Une autre bonne nouvelle, cette fois-ci pour le marché de l'occasion qui est à la cote en 2025. Vous êtes l'apporteur de bonnes nouvelles, vous, aujourd'hui. Exactement. Et puis c'est l'occasion du coup parce que l'occasion carbure. Plus de 2,6% depuis janvier. Le marché de la seconde main continue de tirer son épingle du jeu en France et en Europe. Parmi ces voitures qui ont la cote, les ventes d'occasion de moins de 2 ans ont progressé de 4%, tandis que les ventes de modèles qui ont entre 3 et 5 ans ont chuté, elles, de 8,9%. Côté moteur, le diesel reste en tête, mais les motorisations électriques ou hybrides signent la plus belle percée. On parle de plus 52% en un an sur le marché de l'occasion par rapport à 2024. Côté dépenses, attention, la carte grise gratuite pour les électriques, c'est comme Capri, c'est fini. Un privilège qui prend fin le 1er mai pour tous les nouveaux propriétaires de voitures électriques. Eux aussi devront désormais s'acquitter de frais pour leur carte grise. Depuis le 1er janvier 2022, la législation française exonérait de taxes régionales les véhicules électriques, mais la loi de finances 2025 a rebattu les cartes. Alors pas de panique, votre région aura le choix soit de maintenir la gratuité ou alors d'appliquer une réduction de 50% par rapport aux véhicules thermiques. Les Hauts-de-France restent la région la moins chère du territoire national avec 42 € par cheval fiscal. Et en parlant d'électrique, les ventes de Tesla continuent de s'effondrer en Europe. Alors que Volkswagen a plus que doublé ses ventes de voitures électriques en Europe, la marque américaine a vu les siennes reculer de 36% en mars. Depuis son rapprochement avec Donald Trump, l'image de Tesla est prise à partie en Europe et aux États-Unis. En plein renouvellement de son best-seller, le SUV modèle Y, la marque a vu ses immatriculations baisser dans l'Union européenne de 45% depuis le début de l'année. Pour séduire, Tesla mise désormais sur un futur modèle abordable à moins de 25 000 €, toujours prévu au premier semestre 2025. Donc c'est-à-dire d'ici très peu de temps, comme on est quand même fin du premier quadrimestre. David, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous François-Louis Bourneau. Tout de suite, on va parler de deux carburants trop méconnus. On va parler de l'éthanol et on va parler de l'hydrogène. Nous serons en compagnie de Jérôme Loubert, responsable développement Europe de Flexfluid Energy Development, et Sébastien Lepolès, président de GenE. Restez bien avec nous dans les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et parmi les carburants made in France, on parle très souvent de l'électrique, oui, produit souvent par du nucléaire, et moins de deux autres produits dans l'Hexagone comme le bioéthanol et l'hydrogène. Deux carburants qui ont le vent en poupe et qui ont des actualités très intéressantes pour les automobilistes. Nous sommes en compagnie de Jérôme Loubert, responsable développement Europe de Flexfluid Energy Development, et de Sébastien Lepolès, président de GenE. On va commencer avec vous, Jérôme Loubert. On vous connaît pour les boîtiers qui transforment un moteur essence en moteur éthanol. Rappelez-nous comment ça marche, comme dirait Michel Chevalet. Bonjour Philippe, eh bien ça marche de manière assez simple, il suffit de convertir un véhicule essence, il faut que le véhicule soit essence ou en tout cas hybride essence, ça marche avec
les full hybrides ou les hybrides rechargeables. Et on installe un boîtier de conversion qui est un boîtier de conversion homologué qui permet de rouler et de profiter d'un carburant moins cher, beaucoup moins cher, le bioéthanol, le 85, le super éthanol, c'est ce qu'on peut trouver sur les pompes. Et ce carburant coûte en moyenne 1 € moins cher qu'un litre de sans-plomb 95 aujourd'hui à la pompe. Et le boîtier coûte combien? Et ça s'amortit grosso modo autour de combien de temps? Le boîtier coûte entre 700 et 1000 € ou à partir de 29 €. Pièce main d'œuvre, comme on dit. Pièce main d'œuvre pose homologation, toute la formalité administrative. Et il peut également être financé. Il y a des offres à partir de 29 € par mois, donc on est rentable dès le premier plein. Ah oui, dès le premier plein, donc là c'est sûr que c'est rentable. Alors, vous lancez un nouveau concept qui s'appelle, en un seul mot, rouler pas cher, dont le premier ouvre à Blois. Quel est ce nouveau concept qui consiste, alors là je cite, en de l'entretien préventif? C'est le vaccin de l'automobile? Exactement, c'est pour éviter les grosses factures et tout ce qui fait qu'on a des frais extrêmement importants de mobilité. Alors évidemment, ça commence par le carburant avec les boîtiers éthanol, mais il y a également tout un tas de petites prestations préventives qu'on peut faire sur sa voiture dans la même logique qu'une révision. On change son huile pour éviter de tomber en panne, mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie de faire, comme le nettoyage de son moteur préventif, par exemple à l'hydrogène. Comment est-ce qu'on nettoie un moteur à l'hydrogène? Parce que j'ai vu ça sur le communiqué de presse. Et moi, je connaissais les nettoyants moteurs qu'on mettait dans l'huile avant la vidange, qui nettoyait, on faisait la vidange et on mettait de l'huile propre. Comment ça se passe, un nettoyage à l'hydrogène? Un nettoyage à l'hydrogène, c'est dans la même logique qu'un nettoyage, comme vous le dites, aux produits chimiques, mais ça va être un nettoyage global du moteur. On va faire une injection d'hydrogène dans l'admission d'air du moteur, à l'arrêt, au moteur tournant pendant à peu près 1 heure à 1 heure et demie sur les véhicules qui soient thermiques, diesel ou essence. Et ça va permettre, par une réaction chimique naturelle dans ce moteur, grâce à la température et à la pression dans le moteur interne, de nettoyer naturellement ce moteur, d'éliminer les résidus de calamine, les résidus charbonneux qui se trouvent dans le moteur. Donc ça, c'est très bon pour l'entretien préventif, éviter que le moteur s'encrasse. Ça augmente la durée de vie du moteur ? Ça augmente la durée de vie, ça baisse les consommations, ça baisse évidemment les émissions polluantes, et donc ça permet d'abaisser les frais éventuellement de refus au contrôle technique ou de changement de pièces vitales du moteur, comme les vannes EGR, les filtres à particules, le turbo, qui sont extrêmement chers aujourd'hui. Alors, quelle est l'économie réalisée par rapport à un entretien standard? Je dirais pas curatif, mais standard. Tout dépend de la prestation qu'on va choisir dans un centre roulé pas cher. Si on installe un boîtier éthanol, comme on l'a dit, ça va coûter en moyenne 700, 800, 900 € et on va faire environ 1000 € d'économie par an, donc ça va être très rentable. Si on fait un décalaminage hydrogène, ça va nous coûter environ 79 à 99 € en préventif et ça va nous éviter des contre-visites qui coûtent une cinquantaine d'euros. Ça va nous permettre de faire une centaine, 150 € d'économie de carburant par an, puisque c'est un véhicule qui consomme moins. Et puis on peut aller sur des extrêmes, comme par exemple une vidange de boîte automatique, qui va nous éviter une panne de boîte automatique. Et donc pour une prestation qui certes est un peu plus chère, entre 500 et 700 €, on va réussir à éviter un remplacement qui peut aller de 10, 15 000, même plus de 15 000 € pour une boîte automatique récente. Et puis on a également le nettoyage de filtres à particules qui donc permet de démonter le filtre, de nettoyer ce filtre à particules et d'éviter un remplacement. Je vous donne une petite anecdote du premier centre qu'on a ouvert, qui a nettoyé le filtre à particules d'un véhicule Seat. Le remplacement aurait coûté 4 300 € et grâce au nettoyage, le client est reparti avec une facture de 300 €. Oui, donc 4000 d'écart. Voilà. Ce qui fait quand même un gros delta. Est-ce que c'est une demande des automobilistes ? Alors, Parce que c'est pas très connu. Moi, j'ai découvert ça l'entretien en préparant préventif, l'émission. C'est pas tellement la culture française ou en tout cas latine. On est plutôt habitué à ce genre de choses chez les Allemands qui changent les pneus bien avant le témoin, qui font les révisions avant le terme d'entretien. Et nous, chez FlexFuel, en tout cas, on a une culture de l'entretien préventif. On milite pour ce type de prestation puisque ça fait faire des économies au final. C'est pas des dépenses en plus, c'est des dépenses avisées qui permettent de faire des économies. Et donc tout ça a créé, ça a été la genèse de la marque Rouler pas cher, qui a d'abord été un site internet à partir de 2019 et qui est aujourd'hui un centre auto de maintenance alternative qui permet de faire des économies. Et donc ce premier centre se trouve à Blois aujourd'hui. Alors justement, c'est un partenariat avec Selfwash. Comment est-il né ? Alors Selfwash, c'est un client et un partenaire de FlexFuel depuis 2017, donc de longue date, qui nous fait confiance pour les boîtiers éthanol, mais également pour le décalaminage hydrogène, puisqu'ils ont une machine de dépollution moteur depuis 2017.
Et Anthony Baudin, qui est le fondateur de cette société et qui gère aujourd'hui un groupe de 11 points de vente, donc qui est un groupe assez important sur le secteur, à la fois du côté de Blois, mais également de Vendôme, ou encore Romorantin et Châteauroux, a souhaité diversifier son offre. Aujourd'hui, il a Self-Wash, comme son nom l'indique, du nettoyage. Il a également 4 centres rapides pare-brise, donc du vitrage. Et aujourd'hui, il a envie de se projeter pour les prochaines années sur quelque chose de rentable, sur quelque chose d'innovant, sur quelque chose qui correspond aux valeurs actuelles, c'est-à-dire l'écologie, évidemment, en premier lieu, et secondo, le pouvoir d'achat. Comment proposer à ses clients des solutions qui leur permettent de faire des économies. Et donc, le centre roulé pas cher s'est imposé pour lui comme une solution idéale de développement de son entreprise. Vous me permettez un clin d'œil ? Pourquoi avoir lancé à Blois, dans le département du Loir-et-Cher, un concept qui s'appelle rouler pas cher ? Je me suis posé la question. Ça commence bien, on l'a choisi que pour ça. Que pour ça. On l'a choisi grâce il est vrai, grâce à la confiance, la motivation et l'implication de notre partenaire. Et donc, Anthony Baudin et le groupe Self-Wash ont été vraiment extrêmement motivés et ça fait aujourd'hui l'ouverture d'un centre complet qui est... je l'espère et je le crois, très beau, très bien équipé et qui a déjà convaincu de nombreux clients. Et quelles sont les prestations proposées ? Donc il y a le décalaminage à l'hydrogène, vous avez la pose de boîtier, qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Pose de boîtier, nettoyage de filtres à particules, traitement de l'admission ou de l'injection des véhicules. Il y a également la vidange de boîte de vitesse, le nettoyage de filtres à particules, je l'ai dit. Et puis évidemment un peu de mécanique générale, classique, puisque tout ça est réalisé par un mécanicien qualifié. Et est-ce que vous avez d'autres ambitions d'ouverture après Blois ailleurs ? On a d'autres ambitions d'ouverture. On va dire que le premier cap, ce sera une dizaine de centres en France. Le second cap, c'est d'avoir un centre par département, donc une centaine de centres. Oui. Et on a déjà aujourd'hui une dizaine de centres en négociation. Et ça va être des franchisés, ça va être comment ? Alors pour le moment, le modèle n'est pas franchisé. C'est évidemment la tournure que les choses vont prendre à partir d'un certain nombre d'adhérents. Et aujourd'hui, on a, de par cette ouverture à Blois, déjà d'autres demandes, des demandes supplémentaires pour des centres complémentaires dans le sud de la France, dans le sud-ouest, également en Ile-de-France. Restez avec nous, Jérôme Loubert, puisqu'on a avec nous Sébastien Lepolès, président de Gen-He. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors Gen-He, ça veut dire quoi exactement ? He, c'est hydrogène, mais Gen ? Comme des génies. Génie. C'est ça, très modeste. Vous avez C'était vu ? autobiographique. Exactement. Alors, vous travaillez sur l'hydrogène. Rappelez-nous aujourd'hui quels sont les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors, vous avez des VUL, vous avez des taxis qui fonctionnent. Véhicules utilitaires légers, des taxis. Vous avez certains poids lourds aujourd'hui qui sont capables de fonctionner, mais également des bus. Donc, c'est vraiment une flotte qui est en train de grandir tout doucement. Alors bien évidemment, c'est toujours l'histoire du chien qui se mord la queue. Il faut des stations, pour des stations, il faut des voitures, pour des voitures, il faut des stations, etc. On connaît l'histoire, hein, on l'a vécu pour l'éthanol sur d'autres sujets, on l'a vu. Mais oui, non, ça commence à grandir. Et nous, notre mission justement, c'est d'installer, dans le cadre notamment du règlement AFIR, qui est un règlement qui va pousser l'Europe à mettre des stations-service tous les 200 km. Et dans les grands nœuds urbains, nous, on est justement mandatés pour pouvoir mettre en place ces stations. Alors, vous venez d'obtenir 100 millions de l'État pour la création en Bourgogne-Franche-Comté d'une usine de membranes et d'électrolyseurs AEM pour faire de l'hydrogène vert. Alors, en quoi est-ce que ça consiste ? Les électrolyseurs AEM, les membranes et l'hydrogène vert. C'est un peu barbare tout ça. Vous avez 4 heures. On a 4 heures, on va faire une dissertation. Alors, très simplement, aujourd'hui, les membranes, c'est un séparateur qui va permettre d'améliorer la conductivité. Grosso modo, pour faire simple, c'est plus efficace énergétiquement parlant. Parce qu'un moteur à hydrogène, ça fonctionne avec de l'électricité en fait. Alors non, le moteur à hydrogène ne fonctionne pas forcément avec de l'électricité. Là, on parle vraiment de la création de l'hydrogène permettant de remplir les réservoirs. Donc nous, on va fabriquer les grosses machines qui vont permettre de faire des stations-service et donc de remplir les réservoirs avec nos systèmes. Donc le principe, c'est quoi ? C'est vous mettez de l'eau, de l'électricité connectés à nos systèmes, donc nos membranes, nos électrolyseurs hydrogène, et donc grâce à de l'électricité verte, donc ça va être des panneaux solaires, des champs éoliens ou encore du nucléaire, on va pouvoir fabriquer des kilogrammes d'hydrogène pour remplir les réservoirs. Alors qu'est-ce que l'hydrogène vert ? Parce qu'il y a l'hydrogène vert, il y a l'hydrogène blanc, il y en a un peu de toutes les couleurs. C'est quoi la différence ? Alors la différence, ça va être la source qui va permettre de faire l'hydrogène. Donc pour que l'hydrogène soit vert, il faut avoir une source renouvelable d'électricité, ou en tout cas décarbonée, dans un premier temps. Donc l'éolien, le solaire, le nucléaire. Le solaire, le nucléaire, qui sont décarbonés, donc qui n'émettent pas de carbone, et de l'eau.
Voilà, c'est ce qui permet de faire de l'hydrogène vert. D'autres hydrogènes permettent donc de l'hydrogène par réformage de gaz notamment, qui est le plus connu et le plus développé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris, qui est beaucoup plus polluant. D'accord. Alors, quels sont les clients intéressés par les produits qui sortiront de l'usine d'Allenjoie qui va ouvrir dans quelques temps? Alors, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer par essayer de développer des stations-service. Donc, le but, c'est de faire un maillage le plus resserré possible. On a d'ailleurs une première commande de stations-service à livrer l'année prochaine dans le sud de la France. Malheureusement, je peux pas dire pour qui aujourd'hui parce que c'est encore sous embargo, mais on le dira bientôt. Mais voilà, le but, c'est vraiment de créer un réseau de stations-service permettant de tout à chacun de faire le plein aux collectivités, aux bus, mais également aux poids lourds. Alors, on parlait avec notre ami Jérôme Loubert des moteurs essence, que ce soit des 3 cylindres, des 4 cylindres, même des 12 cylindres ou même des 16 cylindres qu'on peut transformer en éthanol. Est-ce qu'on peut transformer un moteur essence ou diesel ou rétrofiter un véhicule pour en faire un véhicule à hydrogène? Alors, techniquement, sur le papier, on peut. Aujourd'hui, en rétrofit. Oui. Alors aujourd'hui, mais on ne peut pas modifier un moteur thermique pour le faire en hydrogène. Alors aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a d'une part les moteurs thermiques, c'est-à-dire que beaucoup de constructeurs se penchent sur la modification du moteur thermique pour le faire tourner à l'hydrogène. Donc ça sera ce qu'on appelle fait par les constructeurs, donc IOM, ça sera fait par la marque et proposé dans les concessions sans doute d'ici quelques années. D'accord. Mais on peut également prendre un ancien moteur et le rétrofiter pour le faire tourner à l'hydrogène, donc un moteur thermique, notamment sur le poids lourd, ça existe. Aujourd'hui, c'est pas encore rentable parce que c'est pas industrialisé. Donc, un sujet à travailler pour pouvoir réutiliser effectivement des camions relativement récents et les faire rouler à l'hydrogène. Vous avez parlé des VUL, les véhicules utilitaires légers, c'est les petits véhicules qui livrent. Est-ce que, alors, quand on pense véhicule, monsieur, madame, tout le monde à l'hydrogène, on pense tous Toyota Mirai, c'est quasi un réflexe. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules qui vont arriver à l'hydrogène sur le marché, équipés directement d'usine, sans qu'on fasse de rétrofit ou quoi que ce soit? Alors, il y a beaucoup, effectivement, de véhicules en cours de développement. On a pu voir des cas d'essai, notamment sur la mobilité lourde, comme Scania. Vous avez des camions comme MAN ou encore des bus qui sont en cours. Et des trains aussi. Et des trains. Alstom, effectivement, a développé un train. Il y a également les avions. Airbus a un projet d'avion à l'hydrogène. Mais il y a également toute la partie qu'on ne voit pas, qui n'est pas directement d'hydrogène, qui sont les SAF, donc les fuels. Les Sustainable Aircraft Fuel, c'est-à-dire carburant durable pour avion. Tout à fait. Le concept, c'est on capte du CO2, on prend de l'hydrogène et avec un catalyseur, on fait un carburant liquide. Qui est également une autre alternative. D'accord. Le nombre de pompes va massivement se développer ? C'est notre objectif. Nous, on a comme ambition, comme je vous l'ai dit, de faire une pompe tous les 200 km et une pompe dans chaque grand nœud urbain. Donc ça fait quelques milliers de pompes. Oui, alors quels sont les projets à venir de Gianni après l'usine d'Allenjoie ? Alors, on vient d'avoir l'usine, donc pour l'instant notre premier projet, notre première préoccupation, c'est de remplir les commandes dans cette usine. Pour ça, on va aller développer non seulement les stations, mais également la partie industrielle. Et c'est vraiment aujourd'hui pérenniser ce business, le développer et aller plus loin dans la mobilité décarbonée. Jérôme Loubert, ces 2 carburants made in France, est-ce que les pouvoirs publics jouent cette carte ? Tiens, pour le bioéthanol par exemple, parce que là en plus ça fait travailler nos agriculteurs. Comme on fait du bioéthanol avec de la betterave, du blé, un peu de tout, quoi. Les pouvoirs publics jouent cette carte-là, oui. Ils pourraient peut-être le jouer un petit peu plus. Ils l'ont joué un peu plus. Il y a des baisses de TVTS par exemple pour les entreprises, des taxes de véhicules de tourisme de société, on peut récupérer la TVA. C'est la nouveauté cette année. C'est la baisse en effet de la TVS pour les véhicules qui sont à l'éthanol, qu'ils soient d'origine ou convertis à l'éthanol. Donc ça évidemment c'est un point très important. C'est environ 300 € de baisse de TVS, en tout cas de taxes sur les émissions de CO2 pour les véhicules de société, les véhicules de flotte. Donc ça nous permet aujourd'hui de développer beaucoup d'installations dans les flottes. En revanche, l'État a, à une époque, permis des cartes grises gratuites. On parlait tout à l'heure des cartes grises pour l'électrique. Enfin, c'est même plus le cas pour l'électrique, c'est pas le cas non plus pour l'éthanol. Mais on milite toujours pour un retour de ces cartes grises gratuites. Et puis il y a eu également des subventions dans les régions qui permettaient d'avoir 500 €, parfois même jusqu'à 1000 € pour l'acquisition d'un boîtier éthanol. Donc l'État aide, l'État facilite un certain nombre de dispositifs pour l'éthanol, ne serait-ce que la fiscalité sur le carburant en lui-même, puisque c'est un carburant qu'on peut trouver en ce moment dans certaines stations à 62 centimes d'euros. Donc ce qui fait vraiment pas cher. On parlait tout à l'heure de baisse des carburants où on a l'impression d'être heureux de
de voir un carburant à 1,70 € en ce moment, parce qu'on a été trop habitué aux 2 €. Mais la réalité, c'est que l'éthanol, c'est moins de 70 centimes du litre, enfin moins de 80 centimes et jusqu'à 62 centimes du litre. On est dans des avantages fiscaux aussi, notamment sur la TVS, etc., pour les véhicules à hydrogène. Alors il y a beaucoup d'avantages, les montants sont un peu plus élevés parce que c'est vrai que un véhicule hydrogène ça coûte quand même beaucoup plus cher. Oui. On est vraiment sur des prototypes aujourd'hui à échelle industrielle. Il me semble que ça peut monter jusqu'à 30 000 € sur certains appels à projets d'aide pour la mise en place de véhicules hydrogène. Et effectivement toute une fiscalité qui est très intéressante. Alors étant nous assez loin de la voiture puisqu'on fabrique les stations-service, on n'a pas forcément toutes les informations, mais il y a plusieurs appels à projets effectivement allant jusqu'à 30 000 € pour une aide à l'achat d'un véhicule hydrogène. Une dernière question. On parle notamment des Ford qui avaient des voitures éthanol en série. Il y a d'autres marques qui vont arriver avec des véhicules éthanol équipés de première monte? C'est pas la tendance en ce moment. Aujourd'hui, Ford a réduit malheureusement à cause des homologations sa gamme. Il n'y a plus que le Ford Kuga, mais pas de panique. FlexFuel est là pour convertir tous les autres modèles essence qui sont aujourd'hui compatibles. On fait énormément de Renault, on fait énormément de Peugeot et bien évidemment aussi des Ford. C'est parfait. Vous voulez convertir les gens à l'éthanol et vous à l'hydrogène. On est en pleine conversion. Merci beaucoup Jérôme Loubert. Vous êtes, je le rappelle, responsable développement Europe de FlexFuel Energy Development. Merci Sébastien Lepelez, président de GenE. On se retrouve dans quelques instants. On va partir du côté des Sables d'Olonne et ensuite on parlera des 50 ans de sortie de chaîne de la dernière Citroën DS, ce véhicule mythique en compagnie d'Henri-Jacques Citroën. Restez bien avec les vraies voix qui font rouler la France. L'été approche, il est temps de prévoir ses vacances. Que diriez-vous de les passer sur la côte atlantique? Nous recevons ce soir Thomas Leneveu, DG du groupe Mirabel Camping et Résidence, une belle entreprise familiale avec 9 campings en Pays de Loire, Bretagne et Normandie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Que recherchent les vacanciers aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nos vacanciers, la principale question qui nous est posée au moment de leur réservation, c'est de savoir s'il y a une bonne connexion Internet. À la fois parce qu'ils ont besoin de partager leurs vacances, leurs photos, mais également aussi, on remarque de plus en plus des demandes liées en fait au télétravail. On voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans les différentes demandes qui sont faites. Et faites-nous rêver sur les endroits où sont vos campings, parce qu'entre les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, c'est quand même des lieux qui font rêver. Alors, on va partir de la Normandie et on va partir de Ouistreham. Ah oui. Célèbre plage. Oui. Du 6 juin 44. Entre autres. Mais pas que. Ensuite, nous allons sur Granville, dans la Manche. Donc, tous nos campings sont en bord de mer. Ensuite, nous allons aller dans les Côtes d'Armor, sur la très jolie ville de Saint-Calguildo, la Côte d'Émeraude. Et ensuite, on va descendre vers Pornic, la Loire-Atlantique, pour finir enfin en Vendée, aux Sables d'Olonne. Ça donne vraiment envie d'y aller. La décarbonation des transports, les bornes de recharge, c'est un enjeu sécuritaire pour les campings? Alors c'est avant tout effectivement un enjeu sécuritaire, mais c'est aussi également une demande très forte de la part de notre clientèle qui est équipée de plus en plus de véhicules électriques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui nous est arrivé dans un de nos campings, notamment en Normandie, où on a eu un départ de feu à la suite d'une mauvaise utilisation de recharge électrique, c'est vrai qu'aujourd'hui, les locatifs ne sont pas du tout adaptés, que ce soit des mobil-homes ou autres chalets, ne sont pas du tout adaptés pour recharger des véhicules électriques. Et donc, c'est pour cela qu'on a souhaité, en fait, mettre en place et mettre à la disposition de nos clients des bornes de recharge avec station E. Je l'ai fait à la fois pour nos clients, mais également pour moi-même, puisque je suis utilisateur de véhicules 100% électriques, et vu les déplacements que je peux avoir entre la Normandie et la Vendée, j'avais besoin de trouver des points de recharge sur mes différents campings. C'est logique. Vous êtes donc un exemple à suivre pour les campings? J'aimerais bien, oui, effectivement. J'aimerais bien donner envie à tout le monde d'aller dans ce sens. On a initié ce projet-là avec Station E parce que ce qui nous paraissait intéressant, c'était le fait que Station E investissait et s'occupait finalement de l'ensemble des travaux pour nous permettre en fait d'être simples utilisateurs. Et puis effectivement, tout ça, ça fait des petits. Et puis je sais que Station E est au club des fournisseurs de notre fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Donc j'imagine que beaucoup d'autres campings s'y mettront également.
Merci beaucoup Thomas Leneveu. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mirabel Camping et Résidence du côté de la Normandie, des Pays de la Loire et de la Bretagne. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique. Vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Il y a 50 ans aujourd'hui, le 24 avril 1975, la dernière DS sortait de chaîne. Nous sommes en compagnie d'Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën, le fondateur de la marque au chevron. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et auteur du livre Une croisière d'âme, récit d'expédition à Utah, Amazonie vénézuélienne. Très heureux de vous avoir en ce jour historique. Vous avez entendu la présentation de la DS lors du salon de l'auto 1955. Qu'avez-vous ressenti en entendant ça, Henri-Jacques Citroën ? Une grande fierté parce que cette DS qui est, comme je l'ai dit dans la préface d'un livre, la mère de toutes les voitures. C'était vraiment le symbole de la réussite technologique française, réussite technologique de Citroën aussi. Elle a duré pas si longtemps que ça, 20 ans, puisqu'on célèbre cette année les 70 ans de son apparition et donc les 50 ans de la fin, de la dernière. Il y a eu 1 300 000 et quelques DS qui ont été produits. 455 746 dans le monde exactement. Ah bon, parfait. Donc 1 355 330 755 en France, vous voyez. Voilà, très bien, moi c'est très bien. Mais c'est une voiture qui a vraiment marqué son temps. Beaucoup de gens la considèrent comme la voiture du XXe siècle parce que tout ce qu'elle a proposé était nouveau. La forme, donc il y avait l'esthétique, la suspension, les roues qui n'étaient pas placées comme pour les autres voitures, etc. C'était vraiment une voiture qui était unique. Alors une chose incroyable, 2 ans après sa sortie, Roland Barthes, l'écrivain, écrivait dans le livre Mythologie, il lui consacrait un chapitre entier. Il la qualifiait d'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Le Salon national de l'automobile électrique dont Sud Radio est partenaire repart en tournée. Nous sommes en compagnie de Yann Azran, son directeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première étape à Nice, dimanche, sur le port, un lieu magnifique. Qu'est-ce qui change pour cette 6e édition? Parce que c'est la 6e édition. Alors c'est vrai, c'est la 6e édition déjà, le temps passe vite Philippe, et Sud Radio a été partenaire depuis le début, donc d'abord je vous en remercie. Avec plaisir. On va être sur le port de Nice. Déjà, ce qui change, c'est que c'est la première fois qu'on ouvre une date dans le sud-est, puisque le concept du Salon national de l'automobile électrique, c'est qu'on va dans 6 villes de France chaque année pour vraiment aller couvrir un petit peu le territoire et proposer aux gens d'accompagner cette grande transition vers le véhicule électrique. Les gens se posent tous des questions. Nous, on vient pour y répondre et surtout pour leur faire tester les voitures, les derniers modèles et pouvoir vraiment avoir un éventail assez large de ce qui existe comme offre de voitures électriques. Et donc là, pour la première fois, enfin, on vient à Nice. C'est ce dimanche 27 avril. Alors, il y a eu un changement de nom. Avant, c'était les Electric Test Days. Pourquoi ce changement de nom? Parce que Philippe, vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas trop d'anglicisme. C'était, oui, je Alors confirme. voilà, je suis passé au français. Je suis devenu votre modèle, ça me fait plaisir. Non, plus sérieusement, on se rendait bien compte que, alors, au début, Electric Test Days avait un certain impact parce que tout était basé sur le test. Puis au fur et à mesure, on a ouvert une partie, pas seulement de test, mais d'exposition. Les gens peuvent réserver leurs essais en ligne sur la plateforme, etc. Ça n'a pas changé. En amont de l'événement, ils vont sur le site, puis ils réservent leurs essais, leurs créneaux d'essais sur les voitures qui les intéressent. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie exposition, jeux concours, animation enfants, food truck, etc. Au fur et à mesure, c'est devenu plus un salon. Et le fait d'aller un petit peu partout en France, c'est devenu le salon national de l'automobile électrique. Alors, cette année, vous avez de nouveaux partenaires avec Advenir, la Massif, Hankook, les pneus et Fastned. Ouais. Pourquoi ces partenariats? Alors vraiment, ça, on est hyper fiers et contents parce que aussi bien on a des partenaires, je vous disais, comme vous, comme Sud Radio, qui nous ont suivis dès le début, et ça montre qu'on avance dans le temps avec les bons partenaires, mais aussi on a ces nouveaux partenaires qui nous rejoignent et qui nous permettent en fait de répondre aux différentes questions. C'est-à-dire qu'autour de l'automobile électrique, c'est tout un écosystème qui change, et donc le programme Advenir, lui, il va venir avec aussi tout le programme Je roule en électrique.fr, etc. Donc pour pouvoir, c'est des plateformes qui permettent de poser ces questions sur les aides, l'installation de bornes de recharge à domicile, le droit à la prise, etc. Et donc là, de manière assez ludique, ils vont venir expliquer et accompagner par l'information. Les pneus Hankook, c'est super, parce que les pneus Hankook, en fait, ils ont créé un pneu Ion qui est dédié spécialement pour les voitures électriques. C'est un des rares postes qui est un peu difficile à capter sur la voiture électrique, c'est que la pneumatique, il faut qu'il soit idéalement fait pour ça, avec plus de gomme, parce qu'on freine pas mal et qu'il y a un certain couple moteur, dans un moteur électrique. Ça va très vite. Et donc, on a tendance à freiner. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir étudier ça sur place. Il y a Fastned, donc ça c'est de la borne de recharge ultra rapide sur autoroute. C'est vachement bien, ils ont réinventé la station-service, mais en full électrique. C'est des très belles expériences sur autoroute pour de la recharge électrique. Et puis la Massif qui assure et qui aussi a beaucoup de dispositifs autour de l'automobile électrique. Donc comme je vous le disais, il y a tout un écosystème. On n'est pas que dans une voiture. On a tout ce qui vient avec, qui vient changer en fait le paradigme et qui vient changer le quotidien des Français. Et nous, le salon de l'automobile électrique, on vient accompagner ce mouvement avec tous ses partenaires. Alors le succès ne se dévend pas, puisqu'il y a près de 35 constructeurs qui vont être présents cette année. C'est un lieu d'essai, de vente ou les deux, mon capitaine? J'ai envie de dire les trois, mon capitaine. C'est aussi un lieu d'exposition. C'est de l'exposition, de l'essai, de la vente. Ça dépend en fait des stratégies des marques et des concessionnaires. Vous savez, il y a des concessionnaires qui ne viennent que exposer et qui derrière revoient les potentielles personnes intéressées en concession tranquille. Et il y a des gens, moi j'ai vu beaucoup de marques qui font des offres sur place, qui font des offres spéciales dédiées au salon. En fait, la force de ce salon, c'est surtout, et d'ailleurs ce n'est pas propre qu'à l'électrique, c'est un salon multimarque. C'est de pouvoir tester en 2-3 heures les 3-4 modèles de voitures électriques qui vont nous intéresser réellement, de différentes marques, et au lieu d'aller prendre des rendez-vous dans plein de concessions différentes. Et on a des essais de 30 minutes. Donc les gens vont sur le site, c'est automobile-électrique.com. Et ils réservent leur essai. Ils réservent, ils regardent les voitures qui les intéressent, et puis à ce moment-là, ils vont pouvoir réserver leur créneau pour organiser leur journée. C'est quand même hyper pratique, notamment quand on est en famille avec des enfants et tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a prévu les animations enfants, la garderie et autres. Alors, il y aura d'autres étapes. Angers le 18 mai, donc on quitte la Côte d'Azur pour la douceur angevine. Bordeaux le 22, Paris le 29, Toulouse le 7 septembre et Rouen le 21. Est-ce que les clients sont très différents selon les lieux, entre les très grosses villes comme Paris, Toulouse ou Nice
et des villes un peu plus petites comme Angers. C'est pas du tout méprisant d'ailleurs. Non, pas du tout. Alors les clients sont plutôt différents d'année en année que de ville en ville. C'est-à-dire que d'année en année, on se rend compte que on avait au début des fans un peu tech de la voiture électrique, les premiers aficionados. Et là maintenant, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde, parce que ça montre aussi l'évolution de la place de la voiture électrique en France. C'est que maintenant, c'est devenu en fait un sujet pour tout le monde. Typiquement, là, la moyenne d'âge des visiteurs, on le voit sur les inscriptions, a largement augmenté par rapport aux premières années. Dans les premières années, c'était des 35-40 ans. Et puis là, aujourd'hui, on a des personnes vraiment de tous âges, dont des 60-70 ans. L'idée, c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, de manière assez simple, qu'on soit pour, contre, etc., la voiture électrique, c'est un débat qui est dépassé. Le sujet, c'est juste que quand on va s'acheter une nouvelle voiture, quand on va changer de voiture, tout le monde se pose la question de est-ce que oui ou non je passe à l'électrique. Merci beaucoup Yann Azran, directeur du Salon national de l'automobile électrique. Merci Philippe. Ça commence à Nice dimanche et Sud Radio est partenaire avant d'aller à Angers le 18 mai, à Bordeaux le 22 juin, à Paris le 29 juin, à Toulouse le 7 septembre et à Rouen le 21 septembre. Merci beaucoup Oui, Philippe. que je connais bien ces dates. Je l'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup à vous. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir mon cher Philippe. Vous connaissez toutes les dates? Vous connaissez la date de mon anniversaire ou pas? Non mais dites-la moi, comme ça je ne vais pas vous souhaiter. Ça, je ne peux pas l'annoncer à l'antenne parce que je vais recevoir des fleurs. Non, je suis taureau. Taureau, ah oui, c'est pas loin. C'est très prochainement. C'est très prochainement. Ce sera au mois de mai. Ah, écoutez, vous faites vos recherches. Ne pas faire votre métier, mon vieux. Écoutez, ça suffit maintenant. Quel est le menu du But Football Club? Là, c'est la tournée des stades. Et absolument. Butfootballclub.fr, comme chaque jeudi, évidemment, avec toute l'équipe. Nous allons revenir notamment sur ce match du week-end dernier entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, avec des polémiques d'arbitrage, des polémiques autour du public de plus en plus violent. On va se poser la question, une vraie question de société. Puis on évoquera aussi l'Olympique de Marseille qui va se mettre au vert, mais qui part avec une 50aine de personnes, joueurs et staff, dans le nord de Rome pour se préparer, pour évacuer et ne pas se laisser submerger par l'atmosphère marseillaise, si vous voyez ce que je veux dire. Tous les chemins mènent à Rome, c'est bien connu. Absolument. Merci beaucoup, c'est tout de suite avec Lionel Rousseau et sa bande, Karim Zeribi et toute la bande, Norbert Saada, je vois sa chevelure de dos. C'est tout de suite, nous on se retrouve demain, 17h, pour les vraies voix de Sud Radio. Et tout de suite, vous retrouvez Sud Radio à votre service et le But Football Club. Allez, à demain.